Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Suite de notre série consacrée à Hissène Habré. L'agression qui se prépare au Darfour n'est pas imaginaire et la menace que nous dénonçons n'est pas gratuite. À ce moment précis où je vous parle, la Libye s'apprête à lancer de nouveau, avec la complicité du régime fantoche du Soudan, ses forces d'agression contre le Tchad à partir du Darfour. C'est pourquoi, Tchadiens, Tchadiennes, l'heure est toujours à la vigilance et à la mobilisation pour contrecarrer les tentatives déstabilisatrices et les visées hégémoniques. C'est par un soir d'avril 1974 qu'il rentre dans l'histoire, après un triple raid sur un poste de Bardaï où il enlève 3 Européens, un médecin allemand et 2 Français, dont une femme, une ethnologue épouse du chef de la mission de la réforme administrative, le MRA. Un enlèvement qui va le mettre sous les feux des projecteurs puisque celui que les médias présentent dans un premier temps comme un simple voleur de chameaux va non seulement humilier le commandant Galopin, l'officier français que l'on envoie pour négocier la libération des otages, mais également l'assassiner froidement. Et après avoir obtenu le paiement de la rançon qu'il exigeait, il se fait aussi payer les armes par Paris. L'humiliation est complète. Même pour le gouvernement tchadien qui sait que ces fusils, cet arsenal, va servir à le combattre. Pourtant, en octobre 1976, c'est la rupture entre Hissène Habré, le cerveau de cette opération, et son chef, Goukouni Ouédéi. Hissène Habré s'enfuit en laissant les prisonniers aux mains de ce dernier. Une opportunité pour les négociateurs qui vont désormais avoir affaire à un interlocuteur plus ouvert, plus malléable. En février 1977, soit presque 3 ans après le rapt, les otages sont libérés à Tripoli en présence du colonel Mouammar Kadhafi de Libye. Le monde découvre le visage de Françoise Clostre, autrement que par les photos diffusées jusque-là par les médias. Je remercie la presse de tous les efforts qu'elle a accomplis pendant ma détention pour tenter d'éclairer l'opinion publique sur mon sort. Si je témoignais ma reconnaissance au gouvernement libyen pour une action efficace qui a abouti à ma libération, je n'oublie évidemment pas ceux qui auparavant ont essayé de me sauver. Et je sais la persévérance de Monsieur le Président de la République pour trouver une solution à ce difficile problème. Problème qui aura permis, quoi qu'il en soit, à Hissène Habré de se faire connaître sur le plan international. Le monde entier s'intéresse à lui. Qui est-il? D'où vient-il? Quelles sont ses motivations? Étrange profil de carrière que celui de ce rebelle qui séduit et fait peur en même temps. Né en 1942 à Faya-Largeau, il est issu d'une famille de bergers nomades Anakaza, de l'ethnie des Dara. Il appartient donc au Toubou. Originaire d'un milieu très pauvre et plus ou moins islamisé, il fait malgré tout ses études primaires dans une mission catholique et non pas à l'école coranique. D'une intelligence remarquable, le jeune passionné de lecture devient rapidement, à partir de 1958, secrétaire d'administration. Il travaille comme employé civil au service du matériel de l'armée française sur la base de Fort-Lamy, c'est l'ancien nom de N'Djamena. Il va bénéficier après l'indépendance de son pays en 1960 d'une bourse d'État. Il s'envole donc en 1963 pour la France. Il a 21 ans. Il va suivre les cours de l'Institut international des hautes études administratives, école dépendant de l'Institut d'études politiques, la prestigieuse Sciences Po. Il obtient également une licence en droit à la faculté d'Assas et vit à Paris les événements de 1968. Il lit Fanon et le Che Guevara, dévore Raymond Aron, suit les cours de Georges Vedel et de Maurice Duverger. Un seul regret, il est obligé de rentrer au Tchad en 1971 sans avoir pu soutenir une thèse de doctorat sur l'économie tchadienne comme il en rêvait. À son retour au pays, il est remarqué par le président François Tombalbaye, celui-là même qui n'hésite pas à qualifier son peuple de ramassis de bœufs ruminants. Il le nomme sous-préfet de Moussoro dans le Canem, poste que Hissène Habré estime insuffisant. Mais le chef de l'État va rapidement lui confier une mission beaucoup plus délicate, une mission de confiance. Il doit se rendre à Alger pour rencontrer Abbas Sidik, le leader du Front de libération nationale du Tchad, le Frolina. Il doit le convaincre d'abandonner la rébellion. Mais plutôt que de faire taire l'opposition armée, il va le renforcer.
Habré fraternise avec Abbas Sidik qui, mi-méfiant, mi-intéressé, l'expédie dans le maquis dans le Tibesti. C'est là qu'il rencontre pour la première fois Goukouni Ouédé, qui lui est une autorité religieuse et spirituelle des Toubou. On espérait qu'il va gagner le front. C'est à travers ça on souhaitait qu'il nous rejoigne. Mais quand vous dites vous souhaitiez qu'il vous rejoigne, ça veut dire qu'il avait des qualités que vous reconnaissiez? Oui, puisque à l'époque, lorsqu'on était dans le maquis, vous savez, il n'y a pas des intellectuels au front. Peut-être le seul qui savait lire et écrire, c'était moi. Donc nous, à l'époque, n'avons pas d'ambition pour être président ou ministre. Notre objectif, c'est mener la lutte armée contre le pouvoir en place, contre l'injustice, et mettre à la place, c'est quelqu'un qui soit en mesure capable d'assumer cette charge. Et c'est ainsi que nous souhaiterions qu'Hissène nous rejoigne. Mais c'est une lettre qu'il va vous adresser, qui va vous convaincre de faire route avec lui, de lui donner une place dans votre mouvement. Dans la lettre, une lettre de 4 à 5, 6 pages. Il relate toute la situation au pays. Vous êtes combattus non seulement par l'armée tchadienne, l'armée française. Ces deux armées utilisent nos propres frères, les Gorans de la région même, les Goumiers. Ils vous mènent une situation difficile. Compte tenu de cette situation difficile, est-ce que cela est nécessaire de continuer, de poursuivre toujours la lutte? Si le mouvement est en position de force, d'accord. Sinon, il vaut mieux chercher une solution. Moi, je lui ai répondu, j'ai dit le mouvement est en bonne position, le mouvement est en mesure d'atteindre ses objectifs et je lui ai invité de nous rejoindre pour réaliser lui-même les faits sur le terrain. Dans une autre lettre, il m'a répondu disant, il a bien compris ce que je lui ai dit, il est disposé à nous rejoindre, il n'a pas encore fini ses études de doctorat, mais quand le pays, ça ne va pas au pays, il vaut mieux être utile au pays que de rester suivre des études. Malgré ça, il faut qu'on se retrouve quelque part en Libye. Je lui ai encore répondu que je suis disposé à les rencontrer là-bas. Il doit me répondre par le sous-couvert du bureau du Frolinet à Tripoli. Le Front de Libération Nationale. Du Front de Libération Nationale. Moi, j'étais venu en Tripoli au cours d'une causerie avec le docteur Abbas Sidik, secrétaire général du Front. Je lui ai demandé, est-ce que vous n'avez pas eu contact avec Hissène Habré? D'ailleurs, il m'a dit de passer à tel mois ici, alors que le mois est déjà passé. C'était au mois d'octobre, alors qu'il devait passer au mois de juillet. Abbas Sidik m'a dit oui. Il appelle Abdelkader Yassine, amenez la lettre de Goukouni. Il amène la lettre, une lettre ouverte. Abbas Sidik a marqué ouvert par moi-même. Et après avoir lu la lettre, j'étais fâché contre Abbas Sidik. C'est la raison pour laquelle le lien s'est rompu. Le lien s'est rompu avec Abbas Sidik. J'ai insisté pour que Hissène soit là. Abbas Sidik donc était obligé de faire venir Hissène à Tripoli. Le mois d'octobre 1970, j'ai rencontré pour la première fois Hissène Habré à Tripoli. Une rencontre où le charme et l'intelligence de Hissène Habré vont produire leur effet sur Goukouni Ouédé. Les deux vont faire cause commune contre Abbas Sidik. Et vous allez faire mieux, président Goukouni Ouédé, puisque vous allez lui donner une place importante au sein de votre mouvement. Nous avons convoqué une rencontre, un congrès, et au cours de ce congrès, j'ai proposé à ce que Hissène soit président de notre organisation. Puisque entre nous tous qui sommes dans la zone, c'est Hissène seul qui est capable intellectuellement de diriger l'opération. Donc je l'ai proposé et les gens l'ont accepté. C'est ainsi que nous avons lié notre sort avec Hissène Habré. Hissène Habré est donc désormais le président du Conseil des Forces armées du Nord, avec 1 millier de combattants à sa disposition. Mais il reste inconnu du grand public. C'est ce qui va lui donner l'idée de l'enlèvement des Européens, du rapt de Françoise Clostre. Président Goukouni Ouédé, pour ces enlèvements, vous avez-il consulté? Étiez-vous favorable à ces rapts? Aviez-vous donné votre aval pour cette technique qui ne faisait pas vraiment partie de votre pratique de lutte? C'était un moment difficile. Au retour d'Aouzou, on s'est retrouvé à Zoumri, précisément à Ouanafo. Nous avons eu des informations comme quoi il y a un médecin français qui sort de temps en temps
de Bardaï pour soigner dans les villages environnants les malades. Hissène est tenté, donc lorsqu'il a appris ça, il a voulu qu'on le tente un piège afin de le capturer. Moi, je me suis opposé à ça. J'ai dit, ce n'est pas possible qu'on capture un médecin puisqu'il sort pour soigner les malades. Si on fait ça, ce serait mauvais. Il s'est tu et puis on a discuté sur le cours de nos activités. C'est ainsi qu'il a été décidé que moi, je parte au Borkou. Hissène reste au Tibesti pour organiser les choses avec les autres chefs militaires. Donc, après mon départ, de quelle manière il a conçu ça? En partant, il était question qu'au niveau Tibesti, Hissène, les chefs état-major adjoints organisent le front, les combattants, dans un délai de 40 jours pour attaquer le camp Bardaï. Et que moi, j'ai fait la même chose, je suis le chef état-major général. Entre-temps, ils ont eu le contact, ce n'est pas ici, mais il y a un chef militaire de la localité de Zouar avec le chef état-major adjoint qui ont pu entrer en contact avec les gardes nomades, puisque les plus dangereux, ce sont les gardes nomades qui connaissent les terroirs et ils sont le fer de lance. Donc, ce sont eux qui nous mènent la vie difficile. Ils ont pu entrer en contact et petit à petit, ils ont pu récupérer en leur faveur tous les goumiers, presque la majorité des goumiers. Donc, ils ont informé Hissène Habré. Hissène est venu sur le lit à l'ouest de Bardaï et à partir de là, ils ont décidé d'attaquer tel jour pour enlever. Il y a un Allemand et un Français, Marc Combe. Mais ils ne savaient pas qu'au début, Madame Clostre était là. Mais à la dernière minute, ils ont appris que Madame Clostre est arrivée, la femme de Clostre, puisqu'on ne veut pas de Clostre parce que son mari organise l'administration générale au Tchad, Emera. Donc, ils ont appris que sa femme est là. C'est ainsi, donc ils ont constitué 2 sections. Une pour attaquer Steven, l'autre pour attaquer Madame Clostre. Ainsi, donc, il s'est passé ce qui s'est passé. En tout cas, son but est atteint, être reconnu par la communauté internationale. Lunettes noires, casquette cubaine et barbichette, tenue kaki et veste treillis, l'image de ce guerrier universitaire, maigre et ascétique, assis dans une grotte sur un petit tapis, avec sa machine à écrire et son attaché caisse noire à portée de main, a fait le tour du monde. Mais pourtant, en interne, au sein du mouvement, rien ne va plus entre lui et son chef Ngoukouni Wedei. En octobre 1976, c'est la rupture. Rupture alors que vous veniez de faire un grand coup avec ce rapt qui vous avait non seulement rendu célèbre, mais permis de vous acheter des armes pour votre combat. Quelles étaient les raisons réelles de cette séparation, M. Ngoukouni Wedei? La raison, jusqu'à présent, chacun de nous certainement interprète de sa manière les choses, mais Hissène, en ce temps, on le considérait comme vraiment un frère, un guide, et c'est un tout pour nous. Mais on s'est trouvé dans une situation, malgré que nous avons l'argent de Madame Clostre, malgré que nous avons démontré à travers le monde que notre mouvement existe, mais on se trouvait dans une situation difficile sur le plan social et même militaire. Pourquoi? Parce que nous sommes combattus militairement au nord par la Libye, puisqu'il y a eu des accrochages, au nord par l'armée tchadienne. La population située dans cette zone où nous vivons vit une situation pénible. Et puisque le Tibesti, vous le connaissez, une région austère, enclavée, pas de possibilité de procréer, de vivre, de quoi manger. Donc nous avons un jour, la Libye a envoyé une mission pour demander à ce que Hissène se rende pour rencontrer à Tripoli le colonel Gaddafi. Hissène refuse.
le mouvement décide à ce que moi je parte à sa place. J'étais vice-président en ce moment. J'étais vice-président du mouvement. Donc je suis parti. Pendant mon séjour en Libye, il y a eu des combats entre les Libyens et nos combattants. J'ai donc quitté la Libye avec des émissaires libyens pour régler ce problème. Je suis venu sur le terrain. On a rencontré Hissène. Malgré sa position difficile, dure, le mouvement est parvenu à donner raison à moi pour libérer les prisonniers libyens capturés et faire retourner. Après avoir libéré les prisonniers, la délégation libyenne est retournée. Nous, on s'est retrouvés en conseil pour étudier notre situation. Puisque il faut qu'on trouve une solution. Soit on négocie avec Malem, le président tchadien de l'époque, face à la Libye, soit on s'entend avec la Libye pour mener la lutte. Mais entre deux feux, avec une population pareille, il est impossible de résister. Ou bien on quitte carrément la région pour nous rabattre vers l'est du pays, peut-être une zone où on peut facilement trouver de quoi manger. On a discuté. Finalement, on a dit il faut entrer en contact avec le général Malem, président de la République, président du CCM. Malem a répondu une lettre qui nous a tout déçus. Parce qu'au début, Hissène n'est pas du tout d'accord à la réconciliation, à cette réconciliation. Mais c'est le mouvement, c'est les membres du Conseil qui l'ont forcé un peu la main à accepter cela. Donc la réponse du général Malem plaît à Hissène, mais pas à nous tous. Malem, qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre? Venez à N'Djamena, nous allons discuter. Et pensez que nous sommes coincés au nord. Ce qui a aiguisé en quelque sorte notre motivation. On a tenu un congrès. Au cours de ce congrès, Hissène a eu des présomptions que Goukouni veut nous forcer la main. Peut-être Goukouni veut nous forcer à aller vers la paix avec Malem parce que son père vient de rallier à ce régime. Puisque mon père était en exil en Libye et c'est le général Malem qui est allé le chercher. Il s'est trouvé à Port-Lamy ici. Donc, Hissène me soupçonnait. Moi aussi, j'ai une position tranchée. Je n'ai aucune intention de rallier à l'idée de mon père, ni de basculer du côté Malem, mais pour l'intérêt de notre organisation, pour l'intérêt de la région, je militais pour qu'on trouve une solution. Et tous les camarades de l'organisation évoluaient dans le même sens, pensaient la même chose que moi. Et donc, au cours des discussions, il a critiqué en quelque sorte mon père. Moi, j'ai répondu ainsi, donc il y a eu... Il y a eu clash. L'affaire de la bande d'Aouzou, occupée depuis 1973 par les Libyens et les dissensions internes, ont eu raison de leur alliance. En cette fin d'année 1976, donc, Hissène Habré a été évincé par Goukouni Ouédé qui reprend le pouvoir qu'il lui avait concédé. Ce n'est pas tout. On ne sait pas où est passé Habré. Une rumeur persistante veut même qu'il soit mort. Mais elle s'appuie seulement sur le fait qu'on ne le trouve nulle part, du moins pas dans le maquis tchadien. Mais où est passé ce chef de guerre un peu particulier qui vient de marquer les esprits, qui vient de se faire connaître, lui et son mouvement, par la planète entière? Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour la suite de son histoire qui n'en est qu'au début. Mais en attendant, Delphine Michaud, Olivier Raoult et Alain Foka, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes de Radio France Internationale. Si vous voulez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre site internet www.rfi.fr.